Cette séance est une séance véritablement d'introduction dans laquelle je vais essayer de rappeler un petit peu je dirais d'où vient ce besoin d'évaluation, d'où vient cette évaluation en santé, quels sont finalement les liens avec l'évaluation dite du calcul socio-économique. Et puis, dans un deuxième temps, Isabelle ouvrira vraiment la boîte noire et à ce moment-là, présentera un certain nombre des concepts importants pour l'évaluation. Alors, les raisons pour lesquelles, en général, on commandite une évaluation, elles sont dans la plupart des cas celles de la maîtrise des dépenses de santé ou d'autres types de dépenses, puisqu'on parle de déficit public en général. Et à ce premier objectif, on trouve un autre objectif aujourd'hui, peut-être un peu plus mis en avant, qui est ce qu'on appelle value for money, et qui est en fait la volonté d'améliorer la qualité des services publics, avec bien sûr la nécessité de prendre en compte la sensibilité croissante des citoyens au fait que les dépenses de santé ou les dépenses publiques en général soient effectivement bien utilisées. Et puis, troisième et dernier élément, je dirais, un petit peu d'environnement et de plus en plus important, c'est ce que les Québécois appellent la redevabilité ou encore donc la nécessité de rendre compte, accountability en anglais. Et l'idée, c'est effectivement de rendre plus explicite la gestion publique, de la comprendre, renforcer finalement le contrôle de cette gestion publique par une forme de remise de compte. Alors, on a en règle générale, et en fait ce sont les trois auteurs aussi, Freeman et Lipset qui l'ont défini, on a finalement 5 productions qui sont en partie liées. Les 2 premières parties dans le processus d'évaluation, ce sont effectivement à la fois l'estimation des besoins et le cadre logique du programme. Donc on va chercher à définir avec les promoteurs du programme ces éléments de besoin d'une part, et puis le cadre logique dans lequel s'inscrit ce programme. Cette partie est une partie importante dans laquelle le travail qui est fait par l'évaluateur est souvent en lien très fort avec les promoteurs du programme pour arriver à comprendre à la fois les besoins mais aussi comprendre le cadre dans lequel s'inscrit le programme. La troisième partie, c'est l'évaluation du processus qui va nous permettre de déterminer si les étapes clés et les objectifs respectent le protocole et le calendrier. On reviendra sur cette partie. Les 4e et 5e parties sont celles qui intéressent plus particulièrement les économistes, puisqu'il s'agit d'une part de l'évaluation d'impact. On cherchera à voir si les programmes qu'on a mis en place répondent effectivement aux objectifs sur la base d'un certain nombre de résultats, qu'on appelle souvent outcomes, et qui sont des résultats que l'on va mesurer bien sûr. Et puis, in fine, je dirais, ce sont les analyses coût-bénéfice ou encore coût-efficacité, lorsqu'on ne valorise pas les résultats. Et dans ce cas-là, on va mesurer simplement les implications plus larges du programme en comparé avec d'autres usages possibles des ressources. Et ce point sera effectivement celui qui nous intéressera au premier chef, dans la mesure où ça nous rappelle que l'on base nos études sur cette notion de coût d'opportunité qui nous rappelle que lorsqu'on va investir dans un domaine, eh bien, c'est autant qu'on ne pourra pas investir dans un autre domaine, que ce soit la prévention, la sécurité routière et beaucoup d'autres domaines qui, eux aussi, bien sûr, sont financés sur deniers publics. Donc, dans ces 5 étapes, je dirais, les 2 premières sont vraiment des étapes d'interaction forte avec le mandant de l'évaluation. La troisième étape est plutôt ce qu'on va appeler du suivi, et l'évaluation à proprement parler relèvera beaucoup plus des 4e et 5e parties, dont on parlera beaucoup plus dans le cadre de ce cycle de conférences. Alors, peut-être évoquer le contexte international dans lequel s'est développée l'évaluation des politiques publiques. Elle est apparue comme indispensable au GAO aux États-Unis, qui a vraiment été un des premiers dès les années 60 à mettre en place ce type d'évaluation. La Grande-Bretagne a aussi développé assez rapidement, après les États-Unis, tout un ensemble de travaux pour justement mesurer l'efficience de la dépense publique. Les pays scandinaves ont aussi beaucoup soutenu cette évaluation des politiques publiques pour finalement légitimer la conduite de ces politiques. Et puis la Commission européenne, toujours à l'international, a eu un rôle très important dans la mesure où on en a fait une exigence réglementaire assez tôt, à partir de 90 pour les États membres. Donc figure souvent dans les demandes de financement la nécessité d'avoir une
présentation assez détaillée d'un calcul socio-économique qui permet l'obtention des financements par les États membres. On a par ailleurs à l'international une distinction nord-sud qui est importante. Au nord, les politiques publiques vont absorber effectivement une part importante de la richesse nationale et donc l'administration devra rendre des comptes. Au sud, on a une situation assez différente dans la mesure où la demande d'évaluation est souvent externe. Elle n'émane pas du pays lui-même, mais souvent d'un certain nombre d'instances comme la Banque mondiale, le FMI, qui vont bien sûr tenter d'orienter le financement plutôt vers un certain nombre de mesures dans l'objectif d'une lutte contre la pauvreté. Et on voit bien évidemment le rôle très important qu'a joué le laboratoire GIPAL, de lutte contre la pauvreté mise en place par Esther Duflo et qui a développé un certain nombre de méthodes expérimentales qui aujourd'hui sont utilisées non seulement bien sûr dans les pays du Sud, mais aussi au niveau des pays du Nord, et en particulier grâce à la création de GIPAL Europe, qui développe ces méthodes expérimentales. Alors, en France, le contexte national remonte aux années 80, avec la création du Comité national d'évaluation de la recherche, et puis tout un ensemble d'offices ou d'institutions d'évaluation des politiques publiques qui arrivent jusqu'au décret du calcul socio-économique, et on en reparlera tout à l'heure, la mise en place au CGI d'une instance qui effectivement veille à la mise en œuvre du calcul socio-économique pour les grands projets. Je passe sur ces étapes, vous les voyez, qui sont très progressives et qui nous amènent aujourd'hui effectivement à ce calcul socio-économique. Et je salue Sylviane et Luc qui sont présents et qui ont beaucoup porté ce calcul socio-économique et son développement sur les grands projets, notamment les projets du CGI. Nous avons eu l'occasion d'en parler la dernière fois avec Sylviane dans le cadre de son intervention. Alors, ce que l'on trouve aussi, et peut-être faut-il le rappeler, c'est finalement une démarche scientifique qui est partagée par, d'un côté, la médecine, de l'autre, les sciences sociales, et on retrouve finalement cette volonté d'utiliser de manière consciencieuse, explicite et judicieuse les meilleures données disponibles, et tout ceci à partir d'un certain nombre d'éléments qui permettent de développer une méthode qui va être explicite et qui permettra, dans le cas de la santé, effectivement d'aider le professionnel et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle evidence-based medicine, et pour laquelle on trouve, dans un effet miroir voulu, evidence-based policy, c'est-à-dire que non seulement la médecine sera pratiquée dans ce sens, mais aussi les politiques publiques, et ces politiques seront basées sur des résultats scientifiques robustes, validés, pour éclairer la décision. Donc je pense que cette analogie est importante puisqu'elle va guider une bonne partie des méthodes que l'on va développer pour l'évaluation des politiques publiques. Alors, on trouve par ailleurs, tout ceci est vraiment très, très synthétique, on trouve par ailleurs une règle qui nous permet de nous assurer qu'en matière d'évaluation, on a regardé un certain nombre d'éléments importants, et cette règle, donc en français, se traduit par EPIS, et donc on va regarder 5 éléments importants. Premièrement, l'efficacité, qui va donc relier, comme vous le voyez sur ce graphique, les objectifs et les effets. La pertinence, à savoir de manière très précoce, est-ce que les enjeux, est-ce que les objectifs que l'on se donne sont bien je dirais, en relation avec les besoins qui ont été identifiés. L'impact, qui est, comme je le disais, ce que l'on voit dans le 4e point, c'est-à-dire dans quelle mesure l'intervention, quelle qu'elle soit, a eu un effet, et que se serait-il passé en l'absence de cette intervention. La cohérence, qui relie les objectifs et les moyens, en particulier, est-ce que les dispositifs qu'on a mis en œuvre nous permettent de vérifier et d'obtenir l'objectif poursuivi. Et enfin, le dernier point qui est l'efficience, c'est savoir quel est le rapport entre les résultats constatés, les effets, et les moyens que l'on a mobilisés, ce que les économistes regardent le plus souvent. Donc tous ces éléments nous rappellent finalement toutes les dimensions sur lesquelles doit porter l'évaluation, ces 5 dimensions qui constituent cette fameuse règle dite EPIS, qui nous permet de nous assurer que nous avons effectivement gardé tous les éléments importants et questionné tous ces éléments importants un par un. Alors, l'autre élément que nous partageons avec d'autres scientifiques, en particulier bien sûr tous ceux qui font de la recherche médicale, de la recherche clinique, c'est l'inférence causale, et Isabelle en reparlera tout à l'heure, c'est de savoir si les éventuelles améliorations constatées peuvent être effectivement attribuées à la mise en place de l'intervention. On verra que ces interventions peuvent être de nature très différente,
mais pour autant, l'objectif c'est vraiment de voir si on peut attribuer de manière causale les améliorations à l'intervention et à elle seule, tout l'enjeu étant effectivement de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres effets dits confondants qui pourront tout aussi bien et peut-être mieux expliquer le résultat que ceux que l'on cherche à mettre en évidence, à savoir les effets de l'intervention ou encore, comme on l'appelle, du traitement. Alors on a en gros deux approches que l'on met en œuvre. La première, dite structuraliste, c'est une évaluation ex ante, donc elle va vraiment constituer un modèle complet d'analyse du comportement des agents économiques que l'on va définir et qui va nous permettre de prévoir, de faire des hypothèses et un certain nombre de prédictions sur les comportements de manière prospective pour voir quel peut être le résultat attendu d'une intervention, tout ceci se passant effectivement ex ante, donc on se projette et on essaie d'imaginer quel sera l'impact du traitement ou de l'intervention. La méthode empirique est donc plutôt une évaluation dite ex post qui nous permettra, dans la mesure du possible, de tester l'effet d'un traitement ou d'une intervention ex post et sans expliciter de manière aussi structurelle les liens et les changements de comportement que l'on peut attendre. Alors, on se doute, bien sûr, que l'approche ex ante est préférable. On préfère tous être dans une logique qui est de mettre en place de manière prospective un certain nombre de prédictions sur la base du modèle et de voir si effectivement ceci se réalise une fois que l'on met en place l'intervention, avec souvent, pour commencer, un pilote, puis l'intervention grandeur réelle. Ceci est certes préférable, mais souvent coûteux en termes de moyens et parfois aussi coûteux en termes de temps. Différer une intervention peut parfois avoir tout un ensemble, je dirais, d'impacts délétères, ne serait-ce que de ne pas permettre l'accès, par exemple, à un patient à un certain nombre de traitements. Et donc, du coup, dans ces situations où l'approche ex ante est difficile, on met en œuvre une évaluation dite ex post, que j'évoquais précédemment, mais qui, bien sûr, va souffrir de ce qu'on appelle des faits de sélection. C'est-à-dire qu'on se doute bien que la plupart des interventions, pour être efficaces, sont ciblées, et si elles sont ciblées, elles sont sur une population spécifique, ça peut être en âge, en niveau de revenu, niveau d'éducation, et à partir de là, on a perdu le contrôle, c'est-à-dire ce qui serait passé en l'absence du traitement, et alors qu'on est déjà dans la situation où on a mis en œuvre l'expérimentation. Donc il nous faut recourir à des méthodes économétriques qui vont nous permettre de traiter ces biais de sélection que l'on ne peut pas éradiquer par une approche ex ante qui permettrait une affectation aléatoire entre le traitement et le groupe de contrôle et qui nous permettrait véritablement de contrôler ces effets de sélection. Donc l'analyse économétrique permet dans une certaine mesure, et avec bien sûr un certain nombre de biais inévitables, de traiter ces effets de sélection et d'inférer une causalité dont on espère qu'elle n'est pas biaisée, mais ça n'est jamais aussi robuste, bien sûr, que si on avait mis en œuvre une randomisation comme le recommande par exemple le laboratoire de Gipail. Alors, il n'est pas l'objet de cette présentation très très synthétique et introductive d'aller beaucoup plus loin dans la mesure de l'impact des politiques publiques. Je pense qu'il y a un certain nombre de documents qui sont disponibles et qui permettent de le faire. Je recommande celui-ci tout particulièrement puisqu'il a été mis en œuvre par France Stratégie. Je pense qu'il permet vraiment d'aller assez loin dans l'analyse des politiques publiques et la mesure de l'impact de ces politiques publiques. Il est tout récent, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles et vers lesquels nous pouvons nous tourner, bien sûr, de manière générale, puisque c'est vraiment les politiques publiques dans leur ensemble. Et je pense que pour ce qui nous concerne, on va regarder plutôt les applications dans le domaine de la santé, donc les approches sectorielles qui ont pu être mises en œuvre. Alors j'ai déjà cité les travaux qui sont menés dans ce cadre par le CGI, le Commissariat Général à l'Investissement. Sylvia nous en avait fait la présentation la dernière fois. Et puis les travaux dont Luc, souvent Luc Baumschark, qui fait partie, qui est affilié au Spinomics, est ici présent et qui a eu l'occasion de porter beaucoup des rapports de France Stratégie sur ce sujet, le développement du calcul socio-économique, en particulier la commission Quinet, pour laquelle Luc était rapporteur, et puis la commission Galerie qui vient d'être mise en place et qui va de la même façon travailler sur la mise en œuvre dans un certain nombre de secteurs. On en parlera dans la discussion, je pense, par exemple la sécurité routière, mais il y en a beaucoup d'autres.
des évaluations qui vont prendre en compte, je dirais de manière plus spécifique, les caractéristiques de chacun de ces secteurs. Alors, ce qui va bien sûr être important, c'est ici de regarder les questions d'évaluation de l'innovation, et ce sera une transition toute naturelle vers la présentation que fera Isabelle dans un deuxième temps. Le rapport de l'OCDE, qui est un rapport assez récent, nous rappelle effectivement que l'évaluation est tout à fait importante pour avoir justement cette idée de l'importance de l'innovation, et l'évaluation est finalement une composante centrale des nouvelles politiques industrielles, et elle doit nous permettre d'améliorer, bien sûr, la gestion des fonds publics. Donc, ces travaux de l'OCDE sur l'évaluation des politiques de l'innovation nous rappellent que ces politiques sont vraiment au cœur des politiques industrielles et qu'elles doivent faire l'objet de travaux sectoriels. Alors, qu'en est-il de l'application, bien sûr, au domaine de la santé? Ce que l'on voit, c'est que dans le cadre de la santé, je dirais le démarrage de ces méthodes d'évaluation est un peu plus tardif, dans les années 70, et que, par ailleurs, on va les regrouper sous un terme qui est politiquement correct, puisqu'il s'agit d'évaluation médico-économique. On va, sous ce vocable, essayer de mettre en regard une évaluation clinique des bénéfices médicaux et la mesure des coûts qui sont associés au choix d'une technologie par rapport à la technologie existante, dans quelle mesure la nouvelle technologie va permettre ou pas d'aller plus loin dans, par exemple, les bénéfices cliniques. Donc, cette évaluation médico-économique, on a tenté de la mettre en œuvre, et on aura l'occasion d'en reparler avec des représentants de la Haute Autorité de Santé. On a tenté de la mettre en œuvre dans le cadre de la HAS, mais l'expérience montre qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à leur mise en œuvre, ne serait-ce que parce que trop souvent la confusion est faite entre faire de l'évaluation médico-économique et être dans une logique, je dirais, comptable, où on va chercher à faire des économies, plutôt que de mener une véritable évaluation. Donc l'objet vraiment de ce cycle de conférences, c'est de faire en sorte qu'on puisse partager un certain nombre des concepts. Pour les économistes, très clairement, la notion d'évaluation n'est pas du cost containment, n'est pas du rationing, comme on le dit en anglais. Ça n'est pas de faire des économies, mais bien de mener une évaluation économique entière, complète et homogène. Alors, quels sont finalement les types d'interventions qu'il va falloir évaluer? On en a un certain ensemble. Je dirais traditionnellement que l'on travaille beaucoup sur les technologies de santé et beaucoup sur les médicaments. On y reviendra avec Isabelle. Mais de fait, la plupart des évaluations dites médico-économiques se sont concentrées sur les médicaments et la valeur ajoutée d'un nouveau médicament par rapport à un autre. Un certain nombre de travaux commencent à émerger sur les dispositifs médicaux, même si les enjeux d'évaluation sont réels, ne serait-ce que parce que ces dispositifs sont souvent très différents, issus de petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens de faire l'évaluation clinique. Et donc, il y a tout un ensemble d'enjeux sur lesquels on reviendra lorsqu'on parlera des dispositifs médicaux dans les séances ultérieures. Et puis, il y a aussi les actes, sachant que très souvent, les actes sont parfois liés à des dispositifs médicaux, d'où l'importance d'une évaluation jointe entre, d'un côté, un acte et de l'autre, une intervention d'un autre type, ou des dispositifs, ou des médicaments, voire même, et je l'évoque ici, je pense que c'est important, des interventions non médicamenteuses, par exemple des régimes, l'activité physique, qui peut être en complément de médicaments, et pour laquelle il va falloir produire une évaluation, sachant que celle-ci sera une évaluation jointe, puisqu'en règle générale, ce sont des compléments de traitements médicamenteux, ce qui pose en soi d'autres difficultés méthodologiques. Alors, les autres types d'évaluation que l'on va mener, c'est sur le changement organisationnel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour la chaire Osmionomics, on travaille beaucoup sur ces dimensions du changement organisationnel, que ce soit par exemple les modes de coopération entre les professionnels de santé qui peuvent évoluer au cours du temps, le recours au numérique qui va bien sûr aussi modifier de manière structurelle l'organisation de l'équipe, mais aussi, par exemple, des changements de tarification qui vont pouvoir pousser vers la chirurgie ambulatoire ou la médecine ambulatoire. Donc, tous ces éléments de changement organisationnel font bien sûr l'objet de travaux d'évaluation. Et de manière encore plus générale, du plus particulier au plus général, nous trouvons les politiques de santé où, par exemple, on va se poser la question de l'efficacité du tiers payant comme mesure. C'est un sujet qui
qui a bien sûr défrayé la chronique l'année dernière. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup des enjeux de la réforme de la T2A et notamment de l'utilisation du paiement à la performance. Autant de grands sujets qui sont clairement des enjeux de politique de santé beaucoup plus larges que les précédents, mais qui doivent eux aussi faire l'objet d'évaluation. Alors, vous retrouvez sur ce petit graphique que j'ai repris de Buten un certain nombre de situations qui nous sont bien connues et sur lesquelles nous travaillons tout récemment, un petit peu plus en collaboration avec Isabelle, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous retrouvez finalement sur ces deux axes, avec en vertical croissant les interventions qui sont les plus coûteuses par rapport à la situation de référence qui est le centre, l'origine. Et puis, sur l'axe des X, on retrouve une autre dimension qui est celle du delta d'efficacité clinique. Dans les deux cas, on est sur des augmentations, des variations. Dans un cas, en vertical, plutôt les variations de coût. En horizontal, plutôt les variations d'efficacité ou de qualité, pour prendre un vocable peut-être un petit peu plus général. Et on identifie 4 cadrans. Le premier, qui est celui sur lequel portent la plupart des travaux, c'est une situation où la nouvelle intervention renta va être plus efficace, mais aussi plus coûteuse. C'est la plus courante, bien évidemment, parce qu'on peut difficilement imaginer une industrie qui mettrait sur le marché une technologie qui ne serait pas à la fois plus efficace cliniquement, mais aussi plus coûteuse. Donc la plupart des interventions se sont concentrées dans ce cadran dit le cadran 1. On a 2 autres cadrans d'intérêt, que sont les cadrans 2 et 4, qui sont intéressants, mais pour d'autres raisons. Le cadran 2 est intéressant parce que la nouvelle intervention domine au sens où elle est très clairement meilleure que l'intervention qui est la référence à l'origine, c'est-à-dire qu'elle est à la fois plus efficace cliniquement, mais aussi moins coûteuse. Donc on peut imaginer que si d'aventure cette intervention n'était pas déjà mise en œuvre, nous aurions les moyens d'inciter tous ceux qui peuvent porter le changement à le faire. Et donc, à la mesure où cette nouvelle intervention domine la précédente, on peut imaginer le remplacement assez rapide de la situation de référence par cette nouvelle intervention. L'inverse étant exactement vrai de la situation représentée au cadran 4, où ce que l'on voit, c'est effectivement une intervention qui est à la fois plus coûteuse et moins efficace. Donc là, c'est le no-go très clairement, et l'intervention B, c'est-à-dire celle à laquelle on se compare dans le cadran, qui est l'intervention située à l'origine, et bien cette intervention B est de meilleure qualité que la nouvelle intervention 1. Et donc on ne va pas l'adopter dans la mesure du possible, encore que cela puisse être envisageable. Et puis, la dernière, dont on ne parle jamais, c'est en fait celle qui va nous intéresser dans le cadre d'un projet européen sur lequel on travaille avec Isabelle Tumanzanski et Luc Eco, et qui est de se dire, est-ce que vraiment on n'envisage jamais la possibilité de remplacer une intervention qui est beaucoup moins efficace, beaucoup moins coûteuse, mais relativement moins efficace. Donc tout va dépendre finalement de là où on se situe dans ce cadran. Si on perd un tout petit delta d'efficacité pour un coût beaucoup moins important, à ce moment-là, on peut se poser la question légitimement de savoir si ce que l'on perd du point de vue individuel est potentiellement gagé parce que l'on gagne en termes d'efficacité globale, collective, donc au niveau de l'ensemble de la société. Ces questions-là sont des questions d'éthique. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, dans le cadre de ce travail commun, nous allons y travailler avec Jean-Claude Dupont. Mais ce sont des questions qui se posent souvent de manière implicite. Y a-t-il vraiment un espèce de seuil en deçà duquel on accepterait ou pas une perte d'efficacité pour un certain gain en coût, et jusqu'où est-on prêt à aller? Donc ces questions-là sont des questions extrêmement délicates, souvent restées dans l'implicite, et ce que l'on va essayer de voir dans les travaux à venir, c'est de savoir si un certain nombre de pays ont déjà adopté finalement des décisions dans ce cadran 3, qui a fait relativement peu l'objet de travaux. Alors, et pour en arriver presque à la fin de cette présentation et rester dans les temps, simplement dire que c'est important, lorsqu'on travaille dans des domaines aussi délicats que ce fameux cadran 3, que j'avais sur un autre graphique, et en collaboration avec Jean-Claude, imaginé appeler le Far West, parce que sur le graphique, vous m'accorderez qu'il est bien effectivement à gauche, donc plutôt à l'ouest, et plutôt en bas
bas, donc plutôt loin. Donc, pour ces travaux qui portent sur ce cadre 3 que nous évoquions tout à l'heure, et que l'on pourrait renommer d'aventure le Far West, eh bien, on a besoin d'aller à la fois sur des méthodologies innovantes, par exemple l'économie comportementale, qui va peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur ce que sont les préférences à la fois des décideurs, mais toutes les perspectives ici sont importantes, la perspective du décideur, la perspective des patients, la perspective des représentations de patients et de l'ensemble de la société. Donc vraiment une réflexion très large sur ce que l'économie comportementale peut nous apporter en la matière. Bien sûr, dans la mesure du possible, utiliser des essais randomisés, mais nous avons vu que ça n'était pas toujours possible. Bien sûr, essayer de faire ce que Matteo Galizzi, qui est aussi affilié à la chaire Economics, avec lequel on travaille sur un autre projet, nous incite à faire, c'est-à-dire aller vers finalement des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives, et qui nous permettent de lier des données administratives avec des données de cohorte, avec des données expérimentales. Donc cette idée du data linkage, c'est de se poser la question de savoir comment on peut mélanger intelligemment et dans une certaine séquence un certain nombre de données, soit existantes, soit au contraire à constituer, et qui nous permettront de documenter de manière plus large un certain nombre d'enjeux. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, l'économétrie qui nous permettra, lorsqu'on est plutôt sur de l'évaluation ex post, de corriger un certain nombre des biais, notamment le biais de sélection que j'ai défini précédemment. Par ailleurs, et je citais tout à l'heure l'importance d'avoir une approche plus large en associant l'ensemble des sciences humaines et sociales à nos travaux, je pense que l'analyse du caractère coefficace d'une intervention, que l'on va maintenant revoir de manière plus précise avec Isabelle, c'est une première étape. Au-delà, il nous faut une mesure de l'utilité de cette intervention, et l'utilité au sens des perspectives de chacun de ceux qui a vocation à donner son avis sur le sujet, de l'ensemble des bénéficiaires, et puis avoir une appréciation des enjeux en termes d'inégalité, par exemple définis en termes d'accès aux soins ou d'états de santé différents selon la façon dont on va le définir, et puis une analyse globale, puisqu'elle aura vocation à documenter l'ensemble des enjeux éthiques, philosophiques, juridiques et sociologiques, dans le sens d'une évaluation globale, qui est celle que l'on met en avant dans le corps modèle de l'UNET HTA, où l'on essaie effectivement de documenter toutes les dimensions. C'est cette Global HTA que l'on connaît bien, qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui est par exemple celle pratiquée aujourd'hui, dans la mesure du possible, par la Commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS, pour faire en sorte d'aller plus loin que la seule analyse coefficacité, pour aller sur une analyse co-utilité, prenant en compte toutes ces autres dimensions, y compris la dimension d'inégalité. Donc en résumé, l'évaluation des politiques publiques prend effectivement sa place en santé, un petit peu plus tardivement. Elle conduit à s'interroger sur le financement des soins de santé et leur coût d'opportunité par rapport à d'autres approches, pas seulement des soins de santé. Donc ça conduit à chiffrer quelque part, dans la mesure du possible, le sacrifice que l'on va consentir en choisissant une option plutôt qu'une autre, soit à l'extérieur du domaine de la santé, l'éducation versus la santé, soit à l'intérieur du secteur de la santé, une intervention plutôt qu'une autre. On va remettre en regard les coûts, certes, sur lesquels on est toujours très attendu en tant qu'économiste, mais aussi les bénéfices qui sont associés. On se projettera dans le futur, et ces bénéfices sont parfois long terme, voire très long terme, comme dans le domaine de la prévention. Il nous faudra utiliser des taux d'actualisation pour faire en sorte de comparer ce qui est comparable, les coûts et les bénéfices. On introduira et on mesurera, dans la mesure du possible, l'incertitude qui est attachée aux résultats. Donc je pense que ça fait aussi partie des travaux sur lesquels Isabelle va revenir. On utilisera ces méthodes statistiques et économétriques que j'évoquais précédemment, et on essaiera, dans la mesure du possible, de mobiliser des micro-simulations qui nous permettent finalement de documenter l'impact que pourra avoir le changement d'une variable sur l'équilibre auquel on était parvenu précédemment. Et on pourra ainsi modifier variable ou paramètre par paramètre les résultats pour voir quelle est par exemple l'importance d'un indicateur de faisabilité ou d'un indicateur sur l'égalité par exemple ou l'équité. Ce sont des travaux qui existent déjà dans un certain nombre de domaines et qu'on essaiera de mobiliser, sachant qu'on le fera de manière aussi large que possible en englobant l'ensemble des sciences humaines et sociales. Donc voilà une introduction très très générale.
de ce cycle de conférences sur l'évaluation des politiques publiques, en particulier dans le domaine de la santé. Et je pense que l'idéal serait peut-être qu'Isabelle continue tout de suite dans la foulée de cette première introduction très générale, pour que l'on puisse ensuite avoir du temps pour discuter ensemble de tous ces éléments, sauf à ce qu'il y ait peut-être une question de clarification. Dans un premier point, je pense que, a priori, ça devrait être possible peut-être de passer à la deuxième présentation dans un dossier.